Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece et plus précisément pour une vidéo théorie qui portera sur les ultimes combats, les ultimes adversaires que devront affronter les différents Mugiwara au cours de la saga finale de One Piece. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit les amis, nous allons pouvoir dresser le petit sommaire de notre vidéo qui sera divisé en 5 parties différentes. La première partie sera consacrée à l'adversaire final que devra affronter Monkey D. Luffy. La deuxième partie quant à elle sera consacrée à l'adversaire final que devra affronter Zoro. Même topo pour la partie 3 qui sera consacrée à Nami, la partie 4 qui sera consacrée à Usopp et la partie 5 qui sera consacrée à Sanji. Et je pense que vous l'aurez remarqué, dans cette vidéo, nous allons traiter simplement sur la première partie de l'équipage. Ce qui m'amène à vous dire que la globalité de cette vidéo théorie sera divisée en 2 parties différentes. La première partie sera consacrée à la première partie de l'équipage, de Luffy à Sanji, et la deuxième partie de la théorie qui sera faite au cours d'une prochaine vidéo traitera des autres membres de l'équipage, à commencer par Chopper pour terminer par Jinbei. Bah écoutez, vous avez maintenant la globalité de comment je souhaite organiser cette vidéo théorie, surtout sur ce qui concerne la praticité et l'ergonomie, parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue par rapport à la globalité. J'ai déjà fait un rush au préalable et c'est vrai que j'atteins les 40 minutes de vidéo, ça fait un peu trop consistant. Donc voilà pourquoi je fais une vidéo en 2 parties différentes. Bref, on va pouvoir clore la partie sommaire de cette vidéo et commencer dans le vif du sujet. Attention néanmoins, parce que dans cette vidéo, il y aura quand même quelques spoils en liaison avec les différents scans, mais pas de panique parce que il vous suffit simplement de vous orienter dans la timeline de la vidéo afin de voir les différents endroits qui seront assujettis à du spoil. Et ben écoutez les amis, maintenant que nous avons terminé toute cette introduction de vidéo, nous allons pouvoir débuter notre vidéo avec la première partie. À tout de suite. Alors, nous démarrons cette vidéo avec le combat final que devra mener Luffy face à Imu-sama, Imu-Nerona, Mu-Nerona, peu importe comment on l'appelle. Le fait est, c'est que de mon point de vue, je pense que l'adversaire final que devra affronter Luffy au cours du manga One Piece est ni plus ni moins que la personne qui siège sur le trône vacant de Marie-Joise, à savoir Imu-sama. Alors, là, beaucoup de personnes vont protester, vont être pas d'accord avec moi parce que beaucoup de personnes, je sais qu'il y en a beaucoup, qui pensent que le combat final, et d'ailleurs d'une certaine façon, je peux pas leur en vouloir de fonctionner et de réagir comme ça, pensent que le combat final opposera Luffy face à Barbe Noire, ce qui n'est pas quelque chose de dénué de sens dans la mesure où Barbe Noire est l'antagoniste au niveau de la piraterie qui est le plus pertinent qui soit en vue d'un combat final face à Luffy qui est le héros principal de l'œuvre de One Piece. Mais au regard des différents événements et plus précisément avec l'arc d'Egghead, Eiichiro Oda nous a montré que l'histoire, enfin plus précisément tout ce qui était négatif à l'histoire, en résultait par rapport à tout ce qui a été fait au préalable par le gouvernement mondial. Et l'idée là, en fait, enfin c'est même pas une idée, c'est une logique, c'est que même si dans l'idée on aurait un affrontement final entre Luffy et Barbe Noire, ce n'est pas pour autant que les diverses déboires que rencontrent les différentes populations à l'égard du gouvernement mondial s'arrêteraient ni vu ni connu. Bien au contraire, c'est pour ça, du coup, que je pense que le combat final de Luffy l'opposera à Imu-sama. Bien sûr, au travers des différents événements qu'on a pu vivre à Egghead, je veux bien sûr parler du passif de Kuma, le passif lié à l'incident de God Valley et également ce qu'on vient d'apprendre avec toutes les révélations dues
à l'élocution de Dr Vegapunk, tout ça nous montre que le Gorosei se positionne comme le groupe d'ennemis final que devront affronter l'équipage des pirates de Luffy. Après, évidemment, la personne qui est à la tête de ce groupe de personnes est Imu-sama Mu-Nerona, et c'est pour ça que je dis que ce sera l'adversaire final de Luffy. C'est cette personne qui résulte de toutes les choses négatives qu'a faites le Gorosei et le gouvernement mondial. De plus, on a déjà vu à travers d'autres mangas, je veux bien sûr parler par exemple du cas de Naruto Shippuden, où au préalable, on nous a présenté par exemple le cas de Obito Uchiwa et Madara Uchiwa comme étant les antagonistes principaux de l'histoire. Or, ce n'était pas le cas, puisque l'antagoniste principal de l'œuvre, ce n'était ni plus ni moins que Kaguya, que Naruto et Sasuke ont dû affronter en même temps au cours de la saga finale. Et bah là, c'est à peu près le même principe où on avait au préalable un groupe d'antagonistes qui était représenté par les pirates de l'équipage de Barbe Noire, sauf que même si on arrivait à battre, de toute façon ça sera le cas tôt ou tard, l'équipage de Barbe Noire, ce n'est pas pour autant que toutes les choses négatives liées au monde de One Piece s'arrêteraient, puisque ça découle de tout ce qui se passe sur Marie-Joise. Vous voyez, c'est un peu le même principe. C'est pour ça que je dis que le combat final de Luffy sera par rapport à Imu-sama et pas par rapport à Barbe Noire. Autre élément à prendre en considération dans l'idée de l'affrontement final de Luffy face à Imu-sama ou Mu-Nerona, c'est l'implication que va jouer Vivi dans cette équation. On sait que Imu-sama est fortement intéressé par Vivi et au point de demander au Gorosei de la capturer et de la ramener vivante auprès de ce ou cette dernière. Parce que, encore fait important, c'est qu'on ne sait pas si Imu-sama est un homme ou une femme. Ah, vous allez me sortir que, bien sûr qu'on est au courant, c'est une femme, etc. Pas du tout. Ça ne veut absolument rien dire que le sama signifie que c'est une femme. C'est absolument faux. Faux du tout. Ça existe, voilà. Donc, encore, on ne sait pas de quel sexe est Im-sama. Ça, c'est un fait clairement établi. Le fait est, c'est que l'implication de Vivi pourrait nous laisser penser qu'on arrivera potentiellement à une confrontation directe avec le Gorosei et le gouvernement mondial. Là, vous allez me dire, effectivement, les Mugiwara sont en confrontation directe avec le Gorosei, sauf que le Gorosei est là uniquement pour éteindre l'enregistrement ou plus ou moins la diffusion du Dr Vegapunk qui est révélé aux yeux et au regard du monde entier dans le monde de One Piece. Ils sont simplement là pour ça. Ils sont pas là pour porter atteinte à l'équipage des pirates au chapeau de paille, ils sont pas là non plus pour kidnapper Nico Robin, quoique il faut quand même pas oublier que Saturne voulait tuer Robin il y a de cela quelques chapitres. À ce sujet, j'ai trouvé vraiment badass la case où on a du coup tout le reste de l'équipage qui protège cette dernière, ça j'ai adoré. Mais bon, ce n'est pas le sujet, on va rester focus sur le sujet qui nous intéresse. Bref, l'affrontement entre Luffy et Im-sama n'est pas encore à l'ordre du jour et on ne sait pas encore quand est-ce qu'il aura lieu, puisque potentiellement après l'arc d'Egghead, on arrivera sur l'arc d'Earthbath où on pourrait potentiellement voir la rencontre tant attendue entre Luffy et Shanks. Mais ça, ce n'est qu'une spéculation de ma part. Bref, toujours utile que j'ai étalé mes arguments qui me laissent penser que l'adversaire final de Luffy sera Imu-sama, et à cet effet, maintenant, nous allons pouvoir enchaîner avec la deuxième partie de notre vidéo. À tout de suite. Ah les amis, parlons maintenant de l'affrontement final que devra livrer Zoro au cours de la saga finale. C'est pour ainsi dire un combat que beaucoup de personnes, moi le premier, attendons avec grande impatience, l'affrontement entre Roronoa Zoro et Dracul Mihawk, Mihawk œil de faucon. Le combat qui nous a été teasé depuis
depuis le chapitre 52, si je ne me trompe pas, de One Piece, où Dracul Mihawk a défié Zoro de le combattre et de le vaincre et de surtout le surpasser. C'est un combat qui doit absolument nous être montré avant la fin du manga. Et ce pour deux bonnes raisons. La première bonne raison, c'est que c'est l'objectif de Zoro qu'il a décidé à suivre le voyage qu'a entrepris Luffy pour devenir le roi des pirates. Sauf que lui, son objectif, c'est de devenir le plus grand sabreur au monde. Et être le plus grand sabreur au monde passe par l'étape de vaincre le plus grand sabreur du monde actuel, à savoir Dracul Mihawk. Et il faut dire les choses telles quelles, ça c'est un élément, mais l'élément le plus important, c'est celui d'honorer la promesse de Zoro faite quand il était jeune à Kuina, quand ils se sont promis mutuellement de devenir les plus grands sabreurs au monde. Alors là maintenant, il y a un petit souci dans le potage, c'est dans quel cadre ce combat va se passer. Parce que, il faut quand même mettre les termes, Mihawk n'est pas, pour ainsi dire, un ennemi des Mugiwara. Loin de là. D'ailleurs, il faut quand même pas oublier le fait, c'est que Mihawk est d'une certaine façon le mentor, le maître de Zoro, puisque pendant l'ellipse des 2 ans, ce dernier a suivi l'entraînement de Mihawk sur l'île de ce dernier. Voilà. Donc ça, je dis ça, moi je dis rien. Toujours utile que aujourd'hui, Dracul Mihawk est un membre de la Cross Guild. Or, la Cross Guild est ni plus ni moins qu'une recomposition des pirates de Baggy le Clown et des pirates de l'organisation du Baroque Works. À cela, vous ajoutez Mihawk. Le seul problème dans l'équation, c'est que ce soit pour les pirates de Baggy le Clown ou Baroque Works, ils ont tous les deux été vaincus par les pirates de l'équipage au chapeau de paille. Donc, moi, demain, on me teaserait un combat Mugiwara contre Cross Guild. Moi, très sincèrement, je ne vois pas trop grand intérêt, si ce n'est justement un combat entre Mihawk et Zoro. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment dans quel cas de figure on pourrait retrouver un combat entre Zoro et Mihawk, parce que, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais Mihawk n'est pas quelqu'un de malveillant à l'égard de l'équipage ou à l'égard d'un de leurs alliés. Pas du tout, pas du tout. C'est presque même le contraire. En fait, le schéma que j'observe entre Zoro et Mihawk, c'est un peu le même schéma que j'observe entre Luffy et Shanks, voilà. Donc, dans cette optique-là, dans quel cas de figure on pourrait avoir un combat entre Zoro et Mihawk? Pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture qui nous laisserait supposer qu'on va avoir potentiellement un affrontement entre ces deux-là dans l'immédiat. Alors certains me diront, mais il y aura la Cross Guild, ils vont affronter la Cross Guild, etc. Mais quel serait l'intérêt? Quel serait l'intérêt global pour l'équipage de Luffy d'affronter l'équipage de la Cross Guild? Il y en a pas? Il y en a pas? Si encore il y avait un intérêt, je dis pas, mais là, il n'y en a pas présentement. Donc, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on aura tôt ou tard un affrontement final qui opposera Zoro à Mihawk, mais dans quelles conditions? Ça, je vous laisse le soin d'en débattre dans les commentaires. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore d'avis tranché sur le sujet, si ce n'est que dans les faits, nous venons de terminer la deuxième partie de notre vidéo et nous allons pouvoir de ce fait enchaîner avec la troisième partie de notre vidéo. Let's go, c'est parti! Alors, les amis, durant la première partie, nous avons développé le sujet du combat qui opposerait Luffy face à Imusama. Au cours de la partie 2, on a développé le combat de Zoro qui l'opposera probablement à Mihawk. À présent, nous allons nous attarder sur le cas de la navigatrice de l'équipage, à savoir Nami. Et là, les amis, je vois certains d'entre vous hausser les sourcils, froncer les yeux, en se demandant... Pourquoi Nami contre Lafitte? Eh bah, le raisonnement est très simpliste, les amis. Ça serait de faire un combat entre les navigateurs des équipages pirates les plus imposants
à l'heure actuelle dans le Nouveau Monde, à savoir l'équipage de Luffy, d'une part, mais également l'équipage des pirates de Barbe Noire. Et là, je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se demander, mais ok, tu nous présentes Nami versus Lafitte, pourquoi pas navigateur contre navigateur, mais dans ce cas-là, Boost, pourquoi tu nous présenterais pas Nami contre Katarina Devon? Surtout que Nami est la jolie fille de l'équipage, ça on ne peut pas le nier, c'est une vérité absolue, et que Katarina Devon, son péché mignon, c'est de tuer des jolies filles, voilà. Donc pourquoi est-ce que tu nous mets pas Nami versus Katarina Devon? Eh ben, les amis, mon raisonnement est d'une part justifié par rapport à faire navigateur contre navigateur, certes, mais surtout parce que dans les faits, je suis d'accord avec le raisonnement qu'on pourrait avoir Nami versus Katarina Devon. Mais au regard du développement qu'il y a autour de Nami, moi, je ne suis absolument pas du tout, mais du tout, enclin à voir ce genre de combat. Pourquoi? Parce que Eiichiro Oda a cette fâcheuse habitude de faire passer les combats de Nami pour des vastes blagues, des trucs incohérents au maximum. On a bien vu ce que ça a donné avec l'arc d'Onigashima. Nami se fait aider d'une part par Big Mom, et d'autre part par Otama, combat qui l'opposait initialement face à Ulti. Et ça, ce n'est qu'un seul exemple. Moi, je suis désolé, mais je ne mets pas Nami versus Katarina Devon pour une bonne et simple raison, celle que je veux un vrai combat dans les règles de l'art. C'est aussi simple que ça. Alors, je tiens à développer un petit point et une petite parenthèse au préalable. Je ne suis pas du tout un hater de Nami. Pas du tout parce que ce personnage figure dans mes 20 personnages féminins animés que je préfère. Néanmoins, je dois bien reconnaître que je déteste le développement qu'Eiichiro Oda fait sur Nami parce que moi, je pars du principe que Nami mériterait 100, 1000, 10 000 fois mieux en matière de développement que ce à quoi elle est réduite actuellement. C'est simple, Nami, elle est dans ce que j'appelle la zone Nami. La zone où il y a absolument rien qui puisse arriver à cette dernière. Et c'est limite ridicule parce que c'est trop simple. On est à des années-lumière d'un combat Nami versus Khalifa dans la tour judiciaire d'Agnès Lobby. Moi, je dis ça, je dis rien. Et justement, moi, je mets Nami versus Lafitte parce que, d'une part, c'est cohérent au niveau du statut qu'ils représentent dans leur équipage respectif, mais surtout pour garder le combat de Katarina Devon avec l'autre femme de l'équipage qui est bien plus puissante que Nami, il faut bien le reconnaître. Nami est moins forte que Robin, ça c'est sûr et certain. Et du coup, ça nous permettrait dans ce cas-là d'avoir un combat avec la vraie antagoniste des pirates de Barbe Noire face à la deuxième jolie fille de l'équipage de Luffy, à savoir Robin. C'est surtout dans l'objectif de créer une bonne cohérence que je mets Nami face à Lafitte et du coup Robin face à Katarina Devon. Parce que moi je suis désolé, alors je vais peut-être me faire des ennemis quand je dis ça, mais moi sur du 1 contre 1, je vois pas Nami s'en sortir normalement sans fait X ou Y qui viennent interrompre le combat qui l'opposerait à Katarina Devon. Moi je la vois pas gagnante. Elle est pas assez high level. Si elle avait du haki, ok, pourquoi pas. Si elle maîtrisait ça, pourquoi pas. Si elle avait 2 ou 3 panoplies d'attaques supplémentaires autres que celles qui sont réservées à son Climatact et Zeus, pourquoi pas, sauf qu'on n'est absolument pas dans ce cadre-là avec Nami. Nami, elle est, encore une fois, et malheureusement, totalement dépendante de son Climatact, et c'est justement la problématique, c'est que moi, par rapport à ça, je ne vois pas Nami gagner face à Katarina Devon. J'ai beau tourner le sujet de droite à gauche, de haut en bas, je ne la vois pas gagner face à Katarina Devon. Donc, moi, je pense qu'elle aurait plus de chances de battre
Lafitte que Katharina Devon. Voilà. Donc le combat final que devra mener Nami au cours de la saga finale l'opposera inévitablement face à Lafitte, le navigateur des pirates de l'équipage de Barbe Noire. Et maintenant que je vous ai développé un peu mon ressenti par rapport à l'adversaire final que devra affronter Nami, nous allons enchaîner avec la 4e partie de notre vidéo. À tout de suite. Bien les amis, à présent nous allons aborder le sujet d'Usopp, à savoir le sujet du tireur d'élite de l'équipage. À mon humble avis, je pense qu'il n'est pas ironique et dénué de bon sens de dire que l'adversaire final de Usopp sera Van-Augure, le tireur d'élite des pirates de l'équipage de Barbe Noire. Et ce pour deux très bonnes raisons. Déjà, le premier argument est le titre qu'il a à la base, le titre de Sniper King, le roi des snipers. Et là, d'une certaine façon, on suit à peu près le même scénario que Zoro, celui de devenir le roi des snipers, c'est-à-dire le meilleur sniper qu'il y a dans le monde de One Piece. Or, cela veut dire quoi? Cela veut dire que actuellement, Usopp doit battre Van-Augure pour devenir le meilleur sniper du monde de One Piece. Ça, c'est déjà le premier argument. Mais également, le deuxième argument, c'est que cela ferait également un combat très équilibré. Parce que d'un côté, nous avons Usopp qui possède des aptitudes de tireur d'élite très excellentes, je sais même pas si ça se dit très excellentes tout court, et qui possède en plus le haki de l'observation. Vous savez, le haki qu'on a vu une seule fois durant tout le manga, à savoir dans le chapitre 758, si je ne me trompe pas, 758, oui c'est 758, où il avait utilisé son haki pour avoir une meilleure acuité visuelle, si j'ose dire, pour atteindre Sugar avec son projectile. Toujours utile que si on compare la panoplie de compétences qu'a Usopp avec celle de Van-Augure, on pourrait avoir un combat vraiment très équilibré, surtout si Usopp développe dans un futur proche la capacité de prédire le futur immédiat, si on peut dire ça comme ça, parce que de l'autre côté nous avons Van-Augure qui lui possède les mêmes aptitudes de sniper que Usopp, mais en prime, il dispose des pouvoirs du fruit du transport ou du fruit de la téléportation. Et là, imaginez l'équation. Nous avons un combat entre Usopp qui possède le haki de l'observation avec son futur immédiat, donc il arrive à prédire l'avenir, et d'un autre côté, nous avons Van-Augure qui va utiliser son fruit du démon de façon à se téléporter d'un endroit à l'autre, et du coup, on aurait un combat entre la capacité du haki poussé à son maximum et la capacité d'un fruit du démon également poussé à son maximum pour savoir lequel maîtrise le mieux ses compétences. Moi, je pense que ça pourrait être un combat vraiment très intéressant à regarder et à l'issue de ce combat, on aurait Usopp qui deviendrait officiellement le Sniper King, le roi des snipers. Après, effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier un petit détail dans l'équation, celle de la présence de Yasopp. Pourquoi est-ce que je parle de Yasopp, le père de Usopp, dans cette partie de ma vidéo? Parce que tout simplement, être le roi des snipers veut dire par définition que Usopp est au-dessus de tous les autres snipers. Or, cela passe obligatoirement par la case de battre son père qui est également un excellent tireur d'élite. Donc, est-ce qu'on aurait un combat entre Usopp et Yasopp? Non, non, mais moi je reste dans l'hypothèse qu'on aurait potentiellement un entraînement des Mugiwara orchestré ou plus ou moins organisé par l'équipage de Shanks afin qu'ils comblent leurs diverses lacunes dans leurs différentes techniques. À commencer, Usopp avec sa maîtrise du haki qui est encore très sommaire. Je dis bien très sommaire dans la mesure où on l'a vu qu'une fois dans toute l'œuvre. Et encore, je dis ça, mais
On ne sait même pas s'il a utilisé le haki en infinitif parce que le haki il est présent dans l'animé, mais dans le scan, c'est vraiment très subjectif. Voilà, on ne sait pas s'il a utilisé le haki à proprement parler. Bref, encore beaucoup de choses à définir. Quoi qu'il en soit, je pense que un combat final entre Usopp et Vanagur, qui est le tireur d'élite de l'équipage des pirates de Barbe Noire, ne serait que bénéfique pour ce dernier par rapport aux divers événements que je viens de vous évoquer. Et bah écoutez, maintenant que je vous ai établi mes différents arguments qui me laissent supposer que Vanagur sera l'adversaire final que devra affronter Usopp, maintenant nous allons enchaîner avec notre 5e et dernière partie de notre vidéo. À tout de suite. Bien les amis, nous voilà à la 5e et dernière partie de notre vidéo qui va être consacrée à l'adversaire final que devra affronter Sanji au cours de la saga finale. Et de mon point de vue, je pense que Sanji va avoir pour adversaire final le personnage de Jesus Burgess. Alors, là, beaucoup de personnes vont crier au scandale parce que Jesus Burgess, au regard de la hiérarchie des pirates de Barbe Noire, c'est le numéro 2 de l'équipage après Barbe Noire, puisque c'est le premier commandant de sa flotte. Sauf que je suis d'accord sur l'idée que techniquement, je dis bien techniquement, on devrait avoir Burgess qui affronterait Zoro puisqu'on aurait un combat entre les vice-capitaines de leur équipage respectif. Néanmoins, à côté de cela, n'oublions pas que dans l'équipage de Barbe Noire, nous avions Shiryu de la Pluie qui est le sabreur de l'équipage. Donc je pense que il serait intéressant de mettre Zoro contre Shiryu pour faire un combat sabreur contre sabreur, et du coup de mettre Sanji face à Burgess qui serait le premier adversaire à part Shiryu à être dans la hiérarchie de l'équipage aussi high level que Sanji, voilà si j'ose dire. Donc je pense que Jesus Burgess pourrait représenter un adversaire intéressant pour Sanji dans le cadre de son ennemi, de son adversaire final. Pourquoi? Eh ben parce que déjà on aurait quelque chose de vraiment très dynamique entre les deux personnages. Ils font tous deux partie des 3 personnages les plus puissants à part leur capitaine. Parce que dans le cas présent de l'équipage de Barbe Noire, nous aurions Barbe Noire suivi de Burgess, suivi de Shiryu et suivi de Aokiji, qui sont les capitaines qui me semblent les plus puissants par rapport aux capitaines des différentes flottes. Alors, là maintenant, la question est pourquoi Sanji contre Burgess plutôt que Kuzan, plutôt que n'importe quel autre personnage, Avalo Pizarro, etc., etc. Il n'y a pas d'idée à proprement parler ou d'exemple à proprement parler sur cette conclusion, si ce n'est que dans le panel hiérarchique lié à chaque équipage, je veux bien sûr parler des premiers membres de chaque équipage, et Burgess et Sanji appartiennent à la première génération de leur équipage respectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'un côté nous avons le premier équipage respectif de Luffy, c'est Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji. Après viennent les autres membres de l'équipage. Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbei, etc., etc. Et dans le cas des pirates de Barbe Noire, nous avons un peu le même schéma, où nous avons Barbe Noire suivi des premiers membres de son équipage, à savoir Burgess, Lafitte, Vanagur et Doc Q. Je crois que j'en oublie pas. Non, j'en oublie pas. Quoi qu'il en soit, c'est un peu le même schéma. Et vu que dans le cadre d'un affrontement entre l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Luffy, nous aurions potentiellement un combat entre Shiryu de la Pluie et Zoro, il me semble pertinent de mettre Sanji face à Burgess, qui représente, mis à part les 2 personnages que je viens de vous citer précédemment, ces 2 personnages représentent les 2 membres les plus hauts
gradés dans la hiérarchie de leur équipage respectif. D'où les raisons de mon choix de mettre Sanji face à Jesus Burgess. Certains seront peut-être amenés à me dire que ils verraient peut-être Sanji affronter Kuzan, Aokiji. Moi, j'y ai pensé, mais d'un autre côté, même si Sanji maîtrise le feu avec sa jambe du diable et du coup son Ifrit, ok, pourquoi pas, mais il faut garder à l'esprit que en face, il y a Kuzan avec le zéro absolu de son fruit du démon. Donc, si il disposait du fruit du démon, le pyrofruit, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas? On aurait un peu le même scénario qu'on avait eu avec Aokiji qui a affronté Ace au niveau de la guerre au sommet. Ok, pourquoi pas. Mais là, Sanji, je pense qu'il serait trop désavantagé s'il affronterait directement Kuzan. Ça, ce n'est que mon avis personnel. Bref, vous l'aurez compris par rapport à la partie liée à l'affrontement final de Sanji, ça ne se repose pas sur des arguments précis à l'image de ce que je vous ai présenté à l'égard de Luffy, Zoro, Nami ou Sop, mais je pense que ça pourrait faire office d'un combat intéressant à montrer dans la saga finale de One Piece. Après, chacun dispose de son propre avis sur le sujet. Moi, j'aimais Sanji contre Jesus Burgess. Et bah écoutez les amis, nous arrivons déjà au terme de cette vidéo théorie ou plus ou moins de la première partie de notre vidéo théorie. Nous, on est amené à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo et plus précisément au cours de la partie 2 de la vidéo théorie qui s'articule autour des ultimes adversaires que rencontreront les Mugiwara au cours de la saga finale. En attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et nous, on est amené à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel, Diane.